Si vous étiez coincé dans un pays où des révolutionnaires assoiffés de sang ont renversé le gouvernement et chassent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, que feriez-vous ? L'Amérique est en pleine anarchie et si vous ne vous échappez pas du pays, vous n'en sortirez jamais vivant. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les purgeurs dans le film American Nightmare 5. L'Amérique est sur le point d'être détruite. Juan et sa femme Adela prennent le bus pour se rendre dans un refuge collectif où ils vont attendre le jour le plus violent de l'année dans tout le pays. Pendant 12 heures, tous les crimes sont légalisés et si quelqu'un est surpris dehors pendant ce temps, il est assuré d'être assassiné. Le couple et son ami sont arrivés au refuge et ont trouvé un bunker rempli des personnes les plus pauvres de la région. En marchant à l'intérieur, le couple remarque qu'une émission d'urgence a commencé à être diffusée à la télévision. Et les autres se rassemblent pour écouter, alors qu'on leur dit que la purge est sur le point de commencer. Pendant ce temps, tous les services d'urgence seront indisponibles. Et sur ce, une alarme retentit, signalant que la purge a officiellement commencé. Dans toute la ville, les gens commencent à faire la fête en se massacrant brutalement les uns les autres, laissant des corps partout dans la ville. C'est le carnage absolu et le couple attend nerveusement dans l'abri. Mais après 12 longues heures, une alarme se met à hurler pour signaler la fin de la purge. Les volets s'ouvrent et tout le monde à l'intérieur se met à applaudir. Ils pensent qu'ils sont tous sains et saufs, mais ils ne se doutent pas que cette purge ne ressemblera à aucune autre. Plus tard dans la journée, Adela arrive sur son lieu de travail et remarque que plusieurs de ses collègues ont disparu. Curieuse, elle sort dans l'espoir de les retrouver, mais découvre une cage au milieu de l'allée avec une chèvre à l'intérieur. Essayant de libérer l'animal, elle se penche à l'intérieur et parvient à tirer le levier de libération, mais c'est un piège. Soudain, des barres se lèvent et la bloquent, et elle est renversée sur le dessus de la cage. Deux purgeurs portant des costumes de lapin sortent d'une benne à ordures. Elle les supplie de l'aider, mais l'un des hommes lui dit qu'il s'agit d'une purge éternelle. Personne ne peut l'arrêter, et ça ne fait que commencer. Ok, bien sûr que c'était un piège. C'est un environnement urbain et les gens ne laissent pas leur chef dans des cages de 150 kg en plein milieu de la ville. C'est complètement en dehors de son environnement naturel et c'est pourquoi libérer cette chèvre, c'est la chose la plus stupide qu'elle puisse faire. Dès qu'elle est libérée, elle va errer et finit par traverser une route très fréquentée où elle sera écrasée par une voiture. Cette femme est également en plein milieu de son travail. 2 heures seulement après la fin de la purge, cela signifie que même si elle a réussi à sauver cette chèvre, elle n'avait aucun plan pour la suite. Cette femme a passé beaucoup trop de temps à inspecter la cage, mais en regardant cette chaîne sur le côté, il n'est pas difficile de comprendre comment cette chose est conçue. Le levier tire sur la chaîne, qui fait tomber l'engrenage et fait pivoter la porte vers l'avant. Elle aurait dû comprendre que se tenir juste devant la porte pendant qu'on essaye de l'ouvrir, c'est une très mauvaise idée. Et avec une telle activité cérébrale, il n'est pas étonnant qu'elle soit tombée dans ce piège. Vous pensez peut-être qu'Adela n'avait aucune raison de se douter que cela allait arriver. La purge est terminée et personne n'a le droit de tuer qui que ce soit après 7 h du matin. Mais elle aurait dû s'en douter. Si vous regardez ici sur l'écran de télévision, vous verrez que l'un des gros titres parle d'un homme qui a été arrêté pour avoir célébré la purge trop tôt. Quand on laisse 330 millions de personnes s'entretuer chaque année, il doit y avoir des milliers de cas où les gens ne respectent pas les règles. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il n'y a ni policiers ni militaires dans les rues, et tous les services sont concentrés sur le nettoyage des corps pour la ville. Il ne serait donc pas difficile pour une bande de purgeurs ivres de continuer à tuer le lendemain. Maintenant, en ce qui concerne le piège, ce qui est décevant ici, c'est que la femme n'a même pas essayé de s'échapper. Si vous regardez ici le long des poteaux d'acier, il n'y a pas de trou sur les côtés qui nous indiquerait qu'il y a un mécanisme de verrouillage qui la maintient au sol. Si elle avait juste essayé de pousser sur la barre du milieu, elle aurait pu sortir et rouler de l'autre côté de la cage. Et comme elle n'a pas fermé les volets de son lieu de travail, elle pourrait facilement retourner à l'intérieur pour trouver de l'aide. Mais il y avait une autre façon d'utiliser son temps qui aurait été bien plus satisfaisante. Ici, Adela est totalement impuissante, mais c'est alors que quelqu'un s'approche furtivement et attaque les purgeurs par derrière. Il s'agit de son patron, et l'homme combat l'un d'entre eux avec un tuyau métallique avant de lui casser brutalement la tête. Courant pour la sauver, il soulève les barreaux de son cou et la libère de la cage. Mais il est soudain attaqué par le deuxième purgeur qui le projette contre le mur. Adela attrape alors l'homme par derrière, traînant sa tête directement sous la grille, et son chef l'active, tuant le purgeur sur le coup. Ils ont réussi à survivre, mais leur journée est sur le point d'empirer. La police arrive sur les lieux, arme au poing, pensant qu'ils viennent de tuer 2 innocents. Ils les arrêtent et les placent en garde à vue pendant que leurs collègues les observent nerveusement en arrière-plan. Pendant ce temps, son mari Juan et son ami Titi arrivent à l'agence où ils travaillent. Mais lorsqu'ils voient les chevaux en liberté, ils réalisent que quelque chose ne va pas. Descendant de la voiture, les hommes se dirigent vers la maison où ils entendent quelqu'un parler. En regardant au coin de la rue, Juan aperçoit un groupe de purgeurs et comprend qu'ils sont sur le point d'exécuter son employeur ainsi que toute sa famille. Le leader enlève son masque et leur dit qu'il va y avoir une révolution, que la purge ne s'arrêtera jamais et que les riches doivent maintenant payer pour leurs crimes. Ok, alors ça c'est un sacré discours, mais ils ne remarquent pas que derrière eux, les autres ont dégainé leurs armes et se mettent en position.
Remarquant les travailleurs, le vieil homme crée une distraction et accuse le leader d'être un hypocrite. Il fait remarquer qu'en poursuivant la purge, ils ne font que soutenir un système conçu pour éliminer les gens comme lui. Perdant son sang-froid, le chef en a déjà assez entendu et tire une balle dans la tête du vieil homme. Mais c'est alors que Juan et son ami passent à l'attaque. Se précipitant en avant, ils prennent les purgeurs complètement par surprise, tuant leur chef tandis que les autres se retirent dans la maison. L'ouvrier ici présent détache le reste de la famille pour les libérer, mais ils ne sont pas en sécurité ici. Alors que des coups de feu résonnent au loin, le groupe voit des camions remplis de purgeurs se diriger vers le ranch et les survivants n'ont d'autre choix que de partir. Ils tracent vers un camion garé à proximité et tous montent à l'intérieur pour partir avant que les purgeurs ne puissent les abattre. Ok, cette situation aurait pu être bien pire parce que tout le monde a réussi à survivre, sauf ce vieux monsieur. Mais la vérité est qu'ils sont quand même mieux sans lui. Cet homme a littéralement dit qu'il parlait au nom de toute la famille quand il a dit aux purgeurs d'aller se faire voir. Alors parler comme ça va juste faire tuer tout le monde beaucoup plus vite. Et si moi j'étais le cow-boy ici, je dirais aux purgeurs de tirer sur cet homme juste pour le faire taire. La vérité est que s'il voulait gagner du temps, un négociateur d'otages du FBI vous dirait qu'il vaut mieux les faire parler d'eux-mêmes. Si vous regardez la situation, il est immédiatement clair que ce type veut parler. Il a rassemblé toute la famille et leur a fait un long discours sur l'inégalité et l'oppression économique. Pour lui, il s'agit d'une bataille idéologique. Et ça signifie que ce qu'il veut vraiment, c'est être compris. Alors ça peut sembler tiré par les cheveux, mais il s'agit d'une technique prouvée et étayée par des données scientifiques réelles. Les neurones miroirs sont l'une des découvertes les plus importantes de la dernière décennie en neurosciences, parce que les experts ont découvert qu'ils contrôlent un large éventail de comportements humains involontaires. Si nous parvenons à mobiliser les neurones miroirs de ce type en paraissant compréhensifs et sympathiques, nous pourrons peut-être survivre. Car il est scientifiquement prouvé que les émotions sont intimement liées à toutes nos décisions. Même les traders de Wall Street s'en servent pour faire des affaires à $1 million chaque jour. Ce concept est utilisé très efficacement comme un outil que les négociateurs d'otages appellent l'empathie tactique. Et c'est exactement ce qu'on devrait essayer ici pour créer une meilleure distraction. Pour l'instant, tout ce dont on a besoin, c'est de gagner du temps parce que les travailleurs sont déjà derrière eux et attendent l'occasion pour frapper. La seule raison pour laquelle cet homme a été abattu est qu'il leur a dit d'aller se faire foutre. Et moi j'aurais donc encouragé l'homme à continuer de parler en lui répétant ce qu'il a dit pour montrer que je suis vraiment attentive. Et ça aurait été une bien meilleure distraction et Juan aurait eu plus de temps pour s'approcher furtivement pour une meilleure attaque et sauver tout le monde. Le groupe se dirige vers la ville et allume la radio pour découvrir que la violence a éclaté dans tout le pays. Une armée de révolutionnaires tue tout le monde dans une purge sans fin et c'est absolument horrifiant. C'est alors que cet homme reçoit un appel lui annonçant que sa femme vient d'être arrêtée et qu'elle se dirige vers le poste de police. Le groupe se rend en banlieue et constate que les routes sont bloquées, mais Juan leur dit qu'il peut marcher jusqu'au commissariat seul. Le cow-boy accepte d'attendre ici jusqu'à son retour et le groupe se sépare. Juan menant les autres pour trouver sa femme. Après le départ des autres survivants, le cow-boy se regarde dans le miroir en remarquant un homme masqué qui passe et il réalise soudain qu'ils sont tous deux en danger. Il donne une arme à sa femme pour la protéger, lui disant de verrouiller les portes et sort pour chasser les purgeurs. Tout à coup, l'homme masqué apparaît à la fenêtre, faisant sursauter la femme et il essaye d'entrer par effraction. Mais à la dernière seconde, son mari l'abat. C'est alors qu'un autre purgeur l'attaque par derrière, mais heureusement, il parvient à le repousser avant de donner un coup de masse directement dans la tête du taré. Pendant ce temps, Adela et son patron sont coincés à l'arrière d'un fourgon de police avec 2 autres purgeurs. Ils courent dans les rues en essayant d'éviter le chaos, mais les policiers appellent des renforts. Il est déjà trop tard. Quelqu'un leur tire dessus avec un RPG, tuant les policiers et envoyant le van hors de contrôle. Il atterrit au milieu de la rue où le chaos a éclaté, mais à l'intérieur de la camionnette, Adela a survécu à l'accident. Soudain, les portes s'ouvrent et son mari Juan se tient de l'autre côté. Soulagée qu'il soit encore en vie, elle sort de la camionnette et ils traversent la route en courant alors que le camion s'arrête à côté d'eux. Le couple monte à bord et quitte la ville en feu. Mais ils vont bientôt découvrir que cette purge est bien plus importante qu'ils ne l'imaginent. Ok, c'est absolument terrifiant parce que si tout le pays ressemble à ça, alors rouler en camion ça va nous faire tuer pour sûr. On doit trouver l'endroit le plus proche qui soit assez sûr pour se cacher. Et pour moi, ce serait la maison de ce type. Le cow-boy a littéralement un ranch en périphérie de la ville avec le meilleur système de sécurité qu'on pourrait acheter. Il a réussi à survivre à la purge chaque année et c'est conçu pour empêcher les petits raids comme celui-ci. Ce n'est pas une garantie, mais en ce moment, tout est un risque, alors moi je préfère me battre pour protéger une maison fortifiée plutôt que de errer dans les rues pendant une purge sans fin. Maintenant, il est important de souligner que tous ces problèmes auraient pu être complètement évités si vous aviez simplement quitté le pays. Ce cow-boy est manifestement riche et avec une telle somme d'argent, il n'y a aucune bonne raison qu'il reste en Amérique pendant la purge. Mais c'est pas une option pour la majorité des gens. Le but de la purge, c'est de cibler les citoyens économiquement défavorisés. Et la plupart d'entre eux n'auront pas accès à un bunker ou ne pourront pas s'offrir des vacances pour éviter la mort chaque année. Le jour de la purge, les prix des billets d'avion seraient ridiculement élevés et des millions d'Américains tenteront de quitter le pays en même temps sur toutes les routes. Les personnes les plus pauvres seraient bloquées et n'auraient qu'à trouver un moyen de survivre. Ce cow-boy ne fait pas partie de ces personnes et s'il avait pensé à l'avance à protéger sa famille, il ne serait pas dans cette situation.
Tout à l'heure, cet homme a été assez courageux pour sortir de son camion et partir à la chasse aux purgeurs. Et quand je dis courageux, je veux en fait dire débile. Parce que ce genre de véhicule ne fait pas le poids face à 2 purgeurs errants et il est bien plus sûr d'attendre à l'intérieur. Si vous regardez la rue ici, vous pouvez vous dire qu'il n'y a rien d'autre qui se passe dans cette partie de la ville. Donc, il aurait été beaucoup plus logique de faire le tour du bloc et de revenir quand les purgeurs partent. Maintenant, s'il devait sortir de la voiture, cet homme a trouvé la pire façon de se protéger. Lorsqu'il sort, il n'a pas tenu compte du fait que le bruit qu'il fait en ouvrant et en fermant la porte sera entendu par les purgeurs qui sauront exactement où il est et ce qu'il fait. Et si j'étais lui, j'aurais regardé sous le camion pour voir leurs pieds et ainsi je connaîtrais leur position exacte de l'autre côté du véhicule. Il n'y a pas beaucoup d'espace vertical ici entre le sol et le camion, mais ça pourrait être suffisant pour tirer sur leurs jambes et les blesser. Alors cette technique a été utilisée par Donnie Anderson qui était un membre de l'équipe du SWAT lors de la fusillade de 97 à North Hollywood où le policier a réussi à tirer sur un braqueur de banque qui se cachait derrière une voiture. Maintenant, si le camion est trop bas par rapport au sol et que nous ne pouvons pas voir les pieds du voleur, au lieu de contourner le camion, comme ce type, je m'en éloignerai. Comme les menaces ne peuvent venir que de 2 côtés, mettre de la distance entre vous et le véhicule rendra le champ de vision beaucoup plus étroit et vous pourrez voir les 2 positions en un seul coup d'œil. Lorsqu'ils arriveront au coin de la rue, vous serez en mesure de réagir plus rapidement et c'est bien mieux que ce que fait cet homme. Plus tard dans la journée, le groupe s'arrête dans un motel pour faire le plein de provisions lorsqu'une nouvelle apparaît à la télévision. Les États-Unis sont soumis à une loi martiale et les soldats vont être envoyés dans toutes les villes pour lutter contre les purgeurs. Dehors, l'homme tente de passer un appel, mais il n'obtient aucun signal téléphonique et dit au cow-boy que toutes les tours de téléphonie cellulaire ont été coupées. Sa femme Adela s'approche d'eux et dit à l'homme que toutes les villes sont envahies par les purgeurs. Il n'y a plus aucun endroit en Amérique où ils peuvent aller en toute sécurité et ils n'ont aucun moyen d'obtenir de l'aide. De retour à l'intérieur, la sœur du cow-boy trouve un drapeau de purge et cherche tout ce qui pourrait leur être utile. Quand soudain la radio se met à diffuser une émission mexicaine. L'ami de Juan l'écoute et réalise que cette information pourrait leur sauver la vie. En l'apportant à l'extérieur pour que les autres puissent l'écouter, un bulletin de nouvelles annonce que le Mexique et le Canada ouvrent leurs frontières jusqu'à ce que les purges se calment. Mais il y a un hic. Les frontières seront fermées dans 6 heures. Et sans autre option, ils décident que leur seul choix c'est de se rendre au Mexique. Cette nuit-là, il conduit jusqu'à la frontière alors qu'il ne reste que 3h30 avant sa fermeture. Les seules personnes encore éveillées sont Juan et le cow-boy. Mais le silence est interrompu lorsqu'il voit des problèmes dans le rétroviseur. Un groupe de purgeurs à moto commence à leur tirer dessus et ça réveille les autres en panique. Entourant le véhicule, les purgeurs leur demandent de se ranger, mais c'est alors que la sœur du cow-boy voit le drapeau de purge qu'ils ont pris et a une idée absolument géniale. Elle le place contre la fenêtre pour leur faire croire qu'ils sont du même côté. Et heureusement, les purgeurs mordent à l'hameçon. Le groupe est laissé seul et ils continuent leur chemin vers la frontière. Mais les choses vont devenir beaucoup plus dangereuses à partir de maintenant. Ok, cette femme a été intelligente de brandir le drapeau, mais ils auraient vraiment dû y penser avant de quitter le motel. Aussi ridicule que ça puisse paraître, c'était une tactique très courante pendant la guerre d'indépendance américaine, où des colons prenaient l'uniforme de soldats britanniques et se faisaient passer pour des messagers afin de traverser les territoires ennemis. Et si on veut éviter d'être attaqué pendant tout le voyage, on devrait peut-être utiliser ce concept et le pousser un peu plus loin. J'aurais essayé de peindre le camion avec un symbole de « sans limite » et de faire flotter le drapeau à l'arrière du véhicule. On attirerait beaucoup moins l'attention sur nous et si on rassemble les ennemis, ça nous aidera à circuler sur les routes sans être dérangés. Je suggérerais même qu'on s'habille pour ressembler aux purgeurs, donc s'il y a une tenue commune qu'ils utilisent comme des masques avec des balles cousues dedans, ça nous aiderait beaucoup à voyager à travers le pays. Maintenant, cela dit, aller à El Paso, c'est toujours une très mauvaise idée. El Paso, c'est déjà la 2e frontière la plus fréquentée des États-Unis, avec plus de 12 millions de véhicules qui la traversent chaque année. Donc ça va clairement être bondé de citoyens qui cherchent désespérément à s'échapper. Une telle situation ne peut qu'attirer les purgeurs car ils savent qu'ils y trouveront des gens à tuer, et il ne faudra pas longtemps pour que ça tourne au désastre. Le problème suivant est que même si vous parvenez à traverser la frontière une fois de l'autre côté, vous entrez dans la ville tristement célèbre de Juárez, qui a le 2e taux de meurtre le plus élevé du monde. Cette ville fait l'objet d'une guerre urbaine constante alimentée par des gangs de trafiquants de drogue rivaux. Et ce n'est pas le genre de refuge que je rechercherais. Puisque aller à la frontière c'est clairement une idée terrible, on devrait chercher des alternatives. Maintenant, quand chaque kilomètre supplémentaire que vous conduisez vous expose à plus de dangers, choisir la bonne destination c'est peut-être une décision de vie ou de mort. Tout d'abord, ce camion, c'est un Western Star 5700 XE qui a un réservoir énorme qui en fait l'un des camions les plus efficaces de sa catégorie. Donc ils auront probablement pas besoin de s'arrêter pour faire le plein. Pour l'instant, notre meilleure chance de survivre, c'est de conduire dans un endroit proche pour minimiser les risques. Et moins il y aura de gens autour de nous, moins on aura de chances de rencontrer des purgeurs. Si vous classez tous les États par densité de population, vous verrez qu'ici, en bas de la liste, se trouve le Nouveau-Mexique qui borde le Texas.
Il se trouve qu'à 160 km au nord d'El Paso se trouve une base militaire appelée White Sands Missile Range qui est le plus grand champ de tir en plein air entièrement instrumenté du pays. Il est hors de question que le gouvernement américain laisse les purgeurs prendre des milliers de missiles du ministère de la Défense, donc vous pouvez garantir que cet endroit sera lourdement fortifié par une présence militaire. Dans un état à faible densité de population, avec l'une des installations gouvernementales les plus protégées de la région, je tenterai ma chance en cherchant un refuge ici plutôt que de me précipiter vers la frontière avec des milliers de citoyens désespérés faisant la queue pour que les purgeurs les tuent. Les survivants atteignent finalement El Paso, alors qu'il ne reste plus que 3 heures avant la fermeture des frontières, mais en parcourant les rues, ils constatent que la ville ressemble à une zone de guerre. La ville brûle et les militaires sont entrés avec des tanks, mais il n'y a pas assez d'hommes pour reprendre le contrôle. Le cow-boy conduit lentement à travers la ville et lorsqu'il tourne au coin de la rue, il découvre que la route vers la frontière a été bloquée. Le camion ayant subi trop de dégâts, le groupe réalise qu'il doit sortir à pied s'il veut avoir une chance d'atteindre le Mexique à temps. Les survivants quittent donc le véhicule et commencent à marcher vers la frontière. Les armes levées, ils se déplacent rapidement dans les rues, abattant tous les purgeurs qui se trouvent sur leur chemin. Mais la situation est trop dangereuse. Repérant un cinéma, ils s'y précipitent aussi vite qu'ils le peuvent, mais un char roulant dans les rues leur tire dessus. L'explosion fait tomber les hommes au sol, mais heureusement, ils parviennent à survivre. Lorsque Juan se relève, il se rend au cinéma pour voir comment va sa femme, mais il découvre qu'elle est coincée à l'intérieur sans pouvoir s'échapper. Le groupe doit se séparer et les hommes leur disent qu'ils vont faire le tour pendant que les femmes cherchent un autre moyen de s'échapper. Cherchant une sortie, ils atteignent l'arrière du cinéma et sortent pour se retrouver dans une ruelle. En jetant un coup d'œil au coin de la rue, leurs maris ne sont nulle part en vue. Mais lorsqu'Adela remarque une rose peinte à la bombe sur le mur, elle comprend qu'elle a une signification secrète. Pendant ce temps, les hommes avancent quand ils remarquent une autre rose. Juan explique au cow-boy qu'il s'agit d'un symbole que les Mexicains laissent pour s'entraider à trouver un endroit sécurisé. Et il sait qu'Adela les suivra également. Le seul moyen pour eux de retrouver leur femme, c'est de rester sur cette piste. Mais ils ne remarquent jamais que quelqu'un les observe depuis l'ombre. Ok, alors comme je l'ai dit plus tôt, aller à El Paso, c'est une très mauvaise idée. Les purgeurs ont transformé la ville en zone de guerre, ce qui en fait l'endroit le plus dangereux qui soit. Maintenant, je peux pas les blâmer d'essayer de fuir le pays, mais il y a une décision qui était absolument impardonnable. Quand Adela est restée coincée derrière cette porte fermée, son mari a agi comme s'il ne pouvait rien y faire. Alors cet homme est soit un idiot, soit un menteur, parce qu'il avait un fusil M4 chargé dans les mains, et il aurait suffi d'une seule rafale de balles pour faire un trou dans l'encadrement de la porte. Mais au lieu de cela, il a décidé que ça valait même pas la peine d'essayer, ce qui fait officiellement de cette tentative d'évasion la pire que j'ai jamais vue. Maintenant, vous pourriez être surpris que ces purgeurs soient capables de faire autant de dégâts même s'ils sont confrontés à la force militaire la plus puissante du monde. Le budget du département de la Défense est plus de 700 milliards de dollars et ils peuvent le dépenser comme bon leur semble. Avec autant de pouvoir et de ressources à leur disposition, il est plutôt embarrassant qu'un réseau de purgeurs les ait complètement massacrés. Alors, pour être un petit peu plus juste, comme la purge éternelle n'est active que depuis 12 heures, on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour mobiliser les troupes militaires à travers le pays. Il y a environ 2400 agents frontaliers dans le secteur d'El Paso, mais ils couvrent 11 stations et la totalité des kilomètres de la frontière. Ils ne peuvent pas quitter leur poste pour rejoindre la bataille, mais il existe de meilleures façons pour un gouvernement de gérer une situation comme celle-ci, et elles sont appelées tactiques de contre-insurrection. Premièrement, il faut séparer les révolutionnaires de la population qui les soutient. Deuxièmement, il faut occuper des zones stratégiques pour que les révolutionnaires ne puissent pas se déplacer facilement. Troisièmement, coordonner les actions sur une zone suffisamment large pour que les révolutionnaires ne puissent pas accéder aux populations qui pourraient les soutenir. Ces règles simples ont été utilisées pour combattre les soulèvements à travers l'histoire et elles sont extrêmement efficaces. Avec l'ouverture des frontières mexicaines et canadiennes aux civils, ils utilisent ce qu'on appelle une tactique de drainage. Elle est conçue pour déplacer la population civile et priver les purgeurs de soutien, de couverture et de ressources. Mais 6 heures ne suffisent pas pour y parvenir. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour mobiliser les troupes, ce qu'ils auraient pu faire, c'est de ralentir le chaos et de détruire Internet et les tours de téléphonie mobile, ainsi que certaines routes et certains ponts, afin que les purgeurs ne puissent pas communiquer entre eux ou se rassembler à travers le pays pour s'organiser. Ces stratégies porteraient un coup massif à leur révolution et donneraient aux militaires plus de temps pour mobiliser les troupes et stabiliser le chaos. Les survivants suivent les pistes de Rose, mais alors qu'ils se feraient un chemin dans une allée, le groupe est arrêté par une bande de purgeurs. Il n'y a pas d'échappatoire et le chef leur ordonne de lâcher leurs armes ou ils seront abattus. N'ayant pas d'autre choix, le groupe obéit et pose ses armes au sol. Voyant les autres avec eux, le chef fait une offre au cow-boy. S'il tue les Mexicains de son groupe, l'homme pourra vivre, mais le cow-boy rejette son offre, refusant de trahir ses amis, ce qui rend furieuse la femme du chef. Elle décide de le persuader par la manière forte et sort son arme et tire sur Titi dans l'estomac. Il s'effondre sur le sol et les autres ne peuvent rien faire d'autre que de le regarder mourir. Soudain, une escouade de soldats prend position derrière eux et ordonne aux purgeurs de déposer leurs armes. Le gang commence à tirer sur les soldats et appelle des renforts. Mais lorsque la femme du chef tente de tirer sur Juan, il se débat avec elle et retourne l'arme pour venger son ami mort.
Les survivants tentent leur chance et s'enfuient pour sauver leur vie, laissant les purgeurs dans la ruelle pendant qu'ils éliminent les soldats restants. Voyant sa femme morte sur le sol, le chef est dévasté mais jure de se venger des survivants et ordonne à ses hommes de les traquer. Pendant ce temps, les deux femmes suivent toujours la trace des roses et celle-ci les mène à un bâtiment au milieu de la ville. À l'intérieur, elles sont conduites dans un abri rempli d'autres personnes qui se cachent du chaos et Juan se précipite pour la serrer dans ses bras, soulagé que sa femme soit toujours en vie. Tout le groupe est enfin réuni, mais les choses sont sur le point de s'empirer. Le bulletin d'information apparaît à la télévision annonçant qu'une base militaire à El Paso a été attaquée et que tous les soldats ont été retirés de la ville. En réponse, le Mexique a fermé ses frontières, laissant tout le monde en rade, mais il y a un dernier espoir. Cette vieille femme dit à un des gardes de trouver un homme nommé Thiago, promettant qu'il est le seul homme qui pourra les aider à sortir d'ici vivants. Ok, alors en une seule nuit, le pays entier a été envahi par une armée de purgeurs, et bien que ce soit absolument terrifiant, on peut pas vraiment être surpris. Si tous les meurtres étaient légaux un jour par an, les personnes partageant les mêmes idées se regrouperaient et cibleraient la violence sur d'autres groupes qu'ils détestent. La violence peut sembler aléatoire, mais la haine ne l'est jamais vraiment. Et statistiquement, les personnes les plus pauvres dans l'Amérique urbaine sont des groupes minoritaires qui n'auront pas l'argent pour se défendre pendant la purge. Puisqu'il s'agit d'une dynamique si prévisible, le gouvernement devrait savoir que ces purges sont le cadre parfait pour permettre aux groupes haineux de s'organiser et de développer de profonds réseaux d'influence le jour de la purge. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que cette dynamique exacte a historiquement renversé des gouvernements et provoqué des changements permanents de pouvoir au cours des 500 dernières années. En vérité, la chose la plus importante que vous puissiez faire pendant la purge, c'est de ne pas tuer les autres, mais d'acquérir du pouvoir. D'éminents historiens pensent que les réseaux sociaux ont été l'épine dorsale de la Révolution avant même l'existence d'Internet. Lorsque l'Église catholique dominait la culture européenne, c'est le réseau des protestants qui a utilisé la presse à imprimer pour diffuser ses idées, et ça a changé le monde. Maintenant, si le gouvernement avait été un peu inventif, il aurait vu les signes que ça allait arriver. Si vous regardez ici, vous verrez qu'il y a des symboles de cette purge éternelle dans toute la ville, et même sur le château d'eau qui domine la ville. S'ils sont déjà aussi présents, c'est qu'on peut supposer qu'il y a beaucoup de propagande sur les réseaux sociaux pour les aider à diffuser le message. C'est l'exemple parfait pour nous montrer que les guerres les plus réussies sont menées pour obtenir le soutien de la population, et pas seulement le contrôle d'un territoire. Ces symboles de la purge éternelle seraient les signes avant-coureurs de la révolte. Et si le gouvernement les avait vus et s'en était occupé plus tôt, il aurait peut-être pu empêcher que ça se produise. Plus tard, les survivants atteignent l'extérieur, alors qu'un camion se gare dans l'allée et le groupe pointe ses armes, prêt à abattre tout purgeur. Mais la vieille femme s'approche du véhicule et elle supplie cet homme amérindien de les emmener au Mexique, et il accepte. Et beaucoup de survivants sont montés dans son camion sans perdre de temps. Pendant ce temps, le chef de la purge reçoit un message à la radio, lui indiquant qu'un groupe de citoyens tente de franchir la frontière en passant par la réserve indienne. Il réalise que l'immigrant qui a tué sa femme pourrait être avec eux, et que c'est l'occasion parfaite de se venger. Le lendemain matin, le camion de Thiago roule dans le désert, alors que tous les survivants sont emmenés sur une route secrète vers le Mexique. Soudain, la femme du cow-boy a l'aide de douleur et il réalise qu'elle est sur le point d'accoucher. La femme est nerveuse, mais la femme la plus âgée la rassure en lui disant qu'elle trouvera de l'aide à la frontière. C'est alors que la sœur jette un coup d'œil dehors et aperçoit les nuages de poussière au loin. Les purgeurs les ont retrouvés et leur chef va tout faire pour les traquer. Le camion arrive à un campement où les autres membres du groupe les attendent et les survivants en sortent. Alors qu'il continue le voyage à pied, le cow-boy dit à sa femme qu'elle devra passer la frontière sans lui. Bien qu'elle veuille qu'il parte avec elle, il convainc les femmes de le laisser derrière. Ensemble, elles s'assoient sur l'engin et sont transportées en haut de la colline, laissant leurs amis affronter l'armée de purgeurs. Les survivants saisissent leur arme de prédilection et se mettent en position. Mais lorsque les purgeurs approchent, l'enfer se déchaîne. L'un des membres de la tribu tire sur une flèche explosive et envoie un camion dans les airs, tuant les passagers à l'intérieur. Les survivants parviennent à les abattre un par un, mais ils sont trop nombreux et le groupe commence à manquer de munitions. Alors que les purgeurs se rapprochent, les survivants n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Et alors que les gangs s'approchent furtivement du campement pour finir le travail, ils découvrent que leurs cibles sont déjà parties. Ok, ces Amérindiens sont vraiment géniaux. Ils n'avaient aucune raison de mettre leur vie en danger pour sauver ces gens, et c'était une décision très honorable. Maintenant, ceci étant dit, on va devoir laisser ces gars derrière nous. L'honneur ne sert à rien à un homme mort, et s'il y a un moyen de passer la frontière, alors on devrait être sur cet engin avant même que les combats ne commencent. Moi je préfère être vivante au Mexique que morte en Amérique. Ce gars avec ses flèches explosives a fait un excellent travail en distrayant toute l'armée des purgeurs, et j'aurais suggéré qu'il reste derrière pour aider tous les autres à se mettre en sécurité. Maintenant, si nous n'avions pas d'autre choix que de nous battre, j'aurais essayé des choses un petit peu différentes. Je n'ai évidemment jamais été dans une fusillade avant, mais il est juste de supposer que le terrain élevé va vous donner l'avantage ici. Vous pouvez voir toute l'armée de la purge et il pourrait être plus facile de les tuer de cette position. Mais il y a un problème, ce flanc de montagne n'est pas assez couvert pour éviter les tirs ennemis et certaines des armes qu'ils utilisent ne sont pas conçues pour le tir à longue distance. Ils auraient une meilleure vue de leur ennemi, mais leur précision baisserait quand même à cause de la longue distance.
Et si j'avais été dans cette situation, j'aurais envisagé 2 stratégies alternatives avec des événements historiques à l'appui. La première consiste à demander à chacun de prendre un véhicule et de le conduire au combat. Ça peut sembler contre-intuitif, mais avec une personne qui conduit et une autre qui tire, eh bien ça devient beaucoup plus sûr que de rester dans une position fixe parce qu'une cible en mouvement c'est toujours plus difficile à atteindre. Cette stratégie a en fait été utilisée avec un énorme succès par les forces tchadiennes lors de la Grande Guerre des Toyota de 1987. Le nom vient des camionnettes Toyota que l'armée tchadienne a utilisées contre les Libyens et elle a réussi à tuer 7500 combattants ennemis alors qu'elle n'en a perdu qu'un millier. Cette stratégie ne peut pas fonctionner si les véhicules sont trop délabrés pour être utilisés dans le désert. S'ils n'ont pas l'air d'être en bon état, nous pouvons quand même les utiliser à notre avantage. En ce moment, il est bien trop facile pour l'un des purgeurs de se faufiler sur le côté et de prendre le groupe à revers. Je suggère donc de prendre toutes ces voitures et de les placer en cercle pour faire une protection à 360 degrés. Et cette stratégie est très similaire à celle utilisée lors de la guerre du comté de Johnson en 1893, où un groupe de 200 rangers s'est opposé au monopole de bétail dans l'Ouest sauvage. On ne sait pas exactement quelle part de l'histoire a été mythifiée, mais ils se sont barricadés en cercle et ont construit des béliers pour attaquer l'ennemi, réussissant à tenir 3 jours entiers. L'une ou l'autre de ces stratégies aurait été un petit peu plus sûre. Mais quand on dispose d'une telle intrigue, tout peut fonctionner. Les survivants ont gravi la montagne jusqu'à cette maison abandonnée et se sont abrités à l'intérieur. Mais ils se sont accumulés et les tireurs sont en chemin. Le chef amérindien regarde dans l'une des pièces et trouve ces crânes d'animaux accrochés au mur, ce qui lui donne une idée géniale. Quelques instants plus tard, les purgeurs commencent à entrer dans le bâtiment et à chercher les survivants. Mais ils tombent dans une embuscade tendue par les Amérindiens et les abattent facilement. Soudain, une moto traverse le bâtiment. Juan est poussé hors du chemin par sa femme, mais elle est touchée et tombe au sol inconscient. Le purgeur fait tourner son moteur et fonce sur lui. Mais le cow-boy parvient à faire tomber le moteur de sa moto. D'autres purgeurs entrent dans le bâtiment, armés jusqu'aux dents, et attaquent les survivants. L'un d'eux traîne Juan jusqu'à la moto et s'apprête à lui enfoncer le visage dans la roue qui tourne, mais c'est alors que sa femme se réveille. Voyant que son mari est en danger, Adela attrape une arme à proximité et réussit à tirer sur le purgeur en plein visage. Mais soudain, le chef surgit derrière elle et l'emporte à travers la fenêtre. Il tient un couteau sous sa gorge, gardant la femme en otage et ordonne à Adela d'appeler son mari à l'aide. Au lieu de cela, elle crie en espagnol de tuer le chef et c'est à ce moment-là que le lasso arrive et s'enroule autour de son cou. Ensemble, les hommes le désarment et le tirent au sol où il ne peut que regarder impuissant Juan qui sort son arme et lui tire une balle en pleine tête et tous les purgeurs qui les poursuivaient sont maintenant morts. Le groupe traverse la frontière et entre dans un camp de réfugiés où le cow-boy retrouve sa femme qui a donné naissance à leur premier enfant et les Mexicains le félicitent d'être devenu père. C'est une fin heureuse pour tout le monde, sauf pour 300 millions d'Américains qui sont maintenant coincés dans un enfer brûlant sans internet. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre American Nightmare 5? Comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et comme toujours, vous pouvez retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.